Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommaire, quelques jours après l'ouverture officielle des classes, élèves et encadreurs rallient progressivement les écoles. La reprise des cours est bel et bien effective à Conakry et à l'intérieur du pays. Sécurité et arrestation des fauteurs de troubles dans la commune de Ratouma. Ces personnes sont accusées de sémer la pagaille et perturber la circulation pendant les manifestations politiques et sociales. Regard sur le passé. Ce soir, dans notre rubrique En 60, nous mettons en lumière le soutien de la Guinée aux différents mouvements de libération de l'Afrique, un appui important dans l'accession de ces pays à l'indépendance. Encore une fois, bienvenue à tous. Pour commencer, ce décret dès 2018-248 PRG SGG portant nomination des directeurs communaux et préfectoraux de l'éducation. Le président de la République a vu la Constitution décrète. Article 1er. Les cadres dont les noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. Directeur préfectoral de l'éducation de Kérouane, M. Mamadi Kamara, précédemment directeur préfectoral de l'éducation de Sigiri. Directeur préfectoral de l'éducation de Beila, M. Bachir Diallo, précédemment directeur préfectoral de l'éducation de Kérouane. Directeur préfectoral de l'éducation de Kankan, M. Morlaï Kondé, précédemment directeur préfectoral de l'éducation de Dabola. Directeur préfectoral de l'éducation de Dabola, M. Namouri Keita, précédemment directeur préfectoral de l'éducation de Kankan. Directeur préfectoral de l'éducation de Guékédou, M. Maxime Collier, précédemment DPE par intérim à la direction préfectorale de Dalaba. Directeur préfectoral de l'éducation de Dalaba, M. Mangué Silla, précédemment directeur préfectoral de l'éducation de Guékédou. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, 15 octobre 2018, professeur Alpha Condé. Actualité oblige, nous ouvrons ce journal sous le dossier éducation. 2 semaines après la rentrée officielle des classes, encadreurs et élèves reprennent progressivement le chemin de l'école. Dans certains établissements de la commune de Ratouma, par exemple, les enseignants s'activent à bousculer les programmes pour respecter le calendrier scolaire. C'est un constat de Mohamed Saliouba et Seko Sissoko. Au lycée Kipé, voilà le centre d'accueil des enseignants et du personnel de l'encadrement. Chaque matin, ils doivent émarger dans ce registre avant d'entamer les cours. Ce matin, 16 enseignants sur 23 ont répondu à l'appel à l'image de ce professeur de mathématiques en terminale. Non loin de là, dans cette salle de 12e année, les élèves suivent le premier cours de la journée. Ici, les apprenants sont animés par l'envie d'accélérer l'exécution des programmes. Ici, les cours se passent très bien. À chaque fois nous venons et les professeurs sont là. Il n'y a pas eu d'absent pour le moment. Les professeurs sont là, les directeurs, les amis. Les professeurs dispensent les cours à la normale. Tout se passe très bien. Au collège de Kaporo, depuis l'ouverture des classes, les cours se déroulent sans interruption. Ici, élèves et encadreurs comptent maintenir le cap pour se conformer au calendrier scolaire. Le pourcentage de fréquentation aujourd'hui s'élève à 67,63% dans la commune de Ratouma. 2 semaines après l'ouverture des classes, l'année scolaire entre dans sa phase active. Chaque jour, les effectifs progressent dans plusieurs établissements scolaires.
Même ambiance à Matam et Matoto dans les lycées et collèges visités par nos reporters. Enseignants et élèves se disent engagés à poursuivre le programme normal inscrit dans le calendrier scolaire 2018-2019. Daouda Tabansilla, Bamba Kamara. Ces élèves ont repris le chemin de l'école. Le lycée Ahmed Sékou Touré, encore en rénovation, n'a pas chômé un seul jour. Du 3 octobre, date officielle de la rentrée à nos jours, élèves et enseignants ont progressivement répondu présents au rendez-vous. Les parents commencent à comprendre le message véhiculé par l'État, par les autorités de l'éducation, pour laisser libérer les enfants venir suivre les cours. Ce matin, par exemple, sur 1273 élèves, j'en ai enregistré 608 élèves sont présents ce matin, dont 205 filles. Donc ça, c'est un grand pas. Et je prie les autres parents d'en faire autant, de libérer les enfants pour qu'ils puissent rejoindre l'école. C'est ça leur avenir, c'est ça l'avenir de la nation. Au groupe scolaire Mouriba Yansani, dans le quartier Béyanzin, c'est le même engouement qui règne. Ici, encadreurs et apprenants sont tous présents. Le proviseur de cet établissement, qui a produit des lauréats l'année dernière, estime avoir les mêmes privilèges au cours de cette année scolaire. Même son de cloche pour celui du lycée 1er mars de Matam. Nous lançons un appel solennel aux parents d'élèves, aux syndicats, au gouvernement de trouver un terrain d'entente afin de traverser cette année, une année scolaire très apaisée. Le programme que nous avons, c'est le même programme que pour les autres établissements. On n'a pas un programme spécifique à part CEMIC. Et notre ambition, c'est la qualification du système éducatif à travers la formation des lauréats et des élèves moyens. Cela ne peut être possible qu'à travers un climat apaisé. À la date d'aujourd'hui, ce lundi 15 octobre 2018, la fréquentation d'aujourd'hui m'enchante à plus d'un titre. Parce que sur les 832 qui devraient être là, on a 614 présents et dont 224 filles. Ça, c'est déjà un record. L'appel que moi je lance à tout un chacun, c'est de retenir que l'école et la famille constituent un tout indivisible. Et l'avenir d'un pays, c'est sa jeunesse. Nous qui sommes là, nous sommes déjà à l'orée, à la fin de notre travail, temps de travail administratif. Et ceux-là qui doivent prendre la relève, c'est bien les jeunes. Par conséquent, il faudrait que les parents le comprennent, que les élèves eux-mêmes le comprennent, qu'ils ont en charge la prise en compte de ce pays qui est convoité par tous les pays de tous les continents. C'est pourquoi, en tenue, pas en tenue, pour la circonstance, on accepte que les élèves rentrent pour suivre les cours. Ces élèves présents exhortent leurs camarades à rejoindre les classes, car pour eux, une journée perdue est une expérience de moins. Depuis le début des cours, nos professeurs sont toujours là, à l'heure et à tout moment. Et j'invite aussi les parents et les parents d'élèves qui ne laissent pas nos amis venir étudier avec nous, de les laisser afin que nous poursuivons l'année scolaire dans la paix. Et moi, mon objectif cette année, c'est d'être parmi les lauréats, non seulement pour faire la fierté de mon école, mais aussi la fierté de ma nation et de ma famille. Comme vous pouvez bien le constater, nous avons répondu présent à l'appel de nos enseignants comme depuis le 3 octobre 2018. Donc nous sommes là déterminés, car nous nous disons que celui qui veut aller loin ménage vite sa monture. Il n'y a aucune nation qui peut réussir sans l'éducation. Les encadreurs de ces établissements publics et privés invitent les élèves et parents d'élèves à un meilleur suivi du calendrier scolaire 2018-2019. Dans la commune de Dixine également, élèves et encadreurs ont massivement répondu à l'appel du gouvernement pour la reprise des cours. Et mieux, les responsables d'école sensibilisent même les parents d'élèves sur la conjugaison des efforts pour une année scolaire réussie. Mohamed Seyar Souma nous fait le point. L'affluence va crescendo dans certains établissements scolaires de la commune de Dixine. C'est le cas du collège Ndonka, où les enseignants et les élèves rallient les salles de classe, à la différence des 2 dernières semaines. De la première semaine à maintenant, nous avons un très grand écart. Il y a de l'engouement quand même dans les classes. Vous avez dû même remarquer ce matin, sur le premier jour, il n'y avait que sur
700 et quelques programmés, il n'y avait que 8. Bon, mais ce matin, quand même, vous avez vu, dans les classes, les élèves sont là. Pendant ce temps, les cours continuent à être dispensés. Dans cette classe de la 10e, on témoigne sur les matières déjà enseignées. La biologie, l'histoire, la géographie, mathématiques et chimie. Toutes les promotions programmées sont venues en grand nombre. Au niveau des élèves, au niveau de l'encadrement, ils sont venus aussi en grand nombre. Ce qui est marrant ici ce matin, que j'ai constaté, c'est au niveau des professeurs tutélaires. Sur les 12 programmés, personne ne s'est présenté ce matin au jour d'aujourd'hui. Juste en face du collège Ndonka, nous voici au lycée Donka. Ici, le constat est pratiquement le même. Ce lundi, les cours se poursuivent normalement dans les salles de classe. Une présence qui grandit jour après jour. Je pense que ça promet. C'est un espoir que j'ai. Je lance un appel aux parents, surtout, qui laissent les enfants venir à l'école. S'ils viennent à l'école, ils recevront des cours. Ils n'ont pas le droit de garder les enfants à la maison. Un tour dans la commune de Ratoma, un banlieue de Conakry, au collège de Lambani et au lycée des jeunes filles précisément, le constat est plutôt satisfaisant avec la forte mobilisation des élèves et le personnel enseignant. C'est la 3e semaine depuis l'ouverture des écoles dans tout le pays. L'affluence dans les établissements scolaires est de plus en plus remarquable dans les communes de Dixine et de Ratoma. L'invite est faite aux parents d'élèves pour jouer leur rôle, celui d'orienter les enfants vers les écoles. Pendant ce temps, la Fédération estudiantine de Guinée, FEGAN abrégé, mène une campagne de sensibilisation pour la reprise effective des cours. Ce matin, elle a sillonné certains établissements scolaires pour faire véhiculer des messages à l'endroit des élèves et de leurs parents. Les communes de Kaloum et de Matam ont été les premières étapes de cette tournée. Un reportage de Lancé Kamisoko rendu par Younoussata El Kamara. Recevoir une éducation de qualité est un droit pour chaque enfant. C'est par ces mots que la Fédération estudiantine de Guinée a entamé sa tournée de sensibilisation dans les différents établissements scolaires de la capitale. Un message bien perçu par les différents acteurs. Conscients de la nécessité d'une bonne formation, ils exhortent les uns et les autres au respect du droit d'autrui. Tout enfant d'abord a droit à l'éducation et à l'instruction. Donc étant un enfant, étant aussi une candidate, donc je suis venue pour revendiquer ce droit à l'éducation. Ils revendiquent leur droit bien sûr, mais nous avons aussi droit à l'éducation, donc il faut venir à l'école et étudier. On a le droit d'aller en grève. Mais est-ce que cela veut dire pourtant que j'ai le droit d'empêcher l'autre là qui veut aller au travail? Ce n'est pas normal. Mais bien malheureusement, on assiste à cela à Kaloum. On assiste à cela dans certains quartiers de Conakry. Qu'ils arrêtent. Les enfants là, s'ils réussissent, ils auront réussi pour la Guinée et pour eux-mêmes. Il y a des professeurs qui adhèrent peut-être à la grève, mais par contre, il y en a d'autres qui ne sont pas pour la grève. Et ceux-là, on les menace. Chaque fois que les profs viennent dispenser leurs cours, automatiquement, on les menace par le biais des téléphones, des coups des appels téléphoniques. Ce n'est pas normal. Certains groupuscules de professeurs passent dans les classes et passent dans les concessions, dire aux élèves et aux parents d'élèves de ne pas accepter que les enfants viennent à l'école. Ce n'est pas normal. Quand on dit qu'on va menacer ceux-là qui vont dispenser leurs cours, alors là, c'est que on a une autre intention. L'éducation de qualité est le moins sûr pour se construire un avenir meilleur. Ainsi, la Fédération estudiantine rappelle à chacun le rôle qui lui est dévolu. L'éducation guinéenne est prise en otage, quelque chose qui n'est pas acceptable. Et nous,
En tant que promoteur d'une éducation de qualité, d'une éducation d'excellence, nous ne devons pas encourager cela. Au contraire, nous devons nous battre pour réclamer nos droits. Mais si nous restons à la maison, réclamer nos droits, je pense que c'est vouloir quelque chose et son contraire. Qu'il ne n'oublie pas que dans tout ce que nous faisons, disons le patriotisme, la citoyenneté, les deux choses doivent prendre le dessus. Nous avons besoin d'une bonne instruction. Parce que l'ignorance, c'est une maladie. Donc l'ignorant est malade. Et le seul lieu où on peut trouver les médicaments, c'est à l'école. Les enfants doivent venir à l'école massivement. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, l'effectif qu'on a reçu, depuis l'ouverture, on n'a jamais eu. On a eu plus de 600 élèves ici aujourd'hui. Donc c'est encourageant. Je sais que les élèves qui sont venus le matin, ils seront des messagers auprès des autres. Si certains étaient hésitants, je sais que dès demain, on aura un homme plus grand que ça. Un message d'espoir pour l'avenir. Les élèves promettent d'être des messagers auprès de ceux-là qui traînent les pas pour reprendre le chemin de l'école. Et puis, ce communiqué qui vient de nous parvenir, une session extraordinaire du Conseil interministériel s'est tenue ce lundi 15 octobre 2018 à l'effet d'examiner le projet de loi de finances 2019 et réaménager suite aux recommandations du Conseil du 9 octobre dernier. Ces recommandations s'inscrivaient dans le cadre de la réduction de la pauvreté et de la prise en compte de certains aspects fondamentaux pour la promotion du développement local à la base. Au terme de la présente session, le Conseil a approuvé le projet de loi de finances 2019 et a autorisé le ministre du Budget à le transmettre à l'Assemblée nationale pour approbation. Conakry, 15 octobre 2018, Ismaël Gubaté, ministre du Budget. Je vous le disais au sommaire, arrestation des présumés fauteurs de troubles dans la commune de Ratouma. Selon les forces de sécurité, ce sont des personnes qui sèment la pagaille et perturbent la circulation pendant les différentes manifestations politiques ou sociales. Alpha Issia Gaba, Mohamed De Camara. Ces individus sont accusés par la police d'avoir sémé des troubles à la circulation de ce lundi, notamment sur l'autoroute Fidel Castro et celle de l'Axe Le Prince. Le présumé groupe de fauteurs de troubles est arrêté par les services de sécurité. Selon une source policière, ces jeunes auraient mené de nombreuses opérations pendant les différentes manifestations politiques. Vous avez vu ce chauffeur qui est là. C'est un chauffeur d'un camion remorque sciemment qui a eu à le garer au beau milieu de l'autoroute à Hermakonoy, ce qui a provoqué un embouteillage plus d'une heure de temps et qui a permis aux jeunes qui étaient à ces endroits de s'attaquer à certains usagers de la circulation. Le second cas d'arrestation concerne un jeune qui serait pris avec une arme blanche. Un jeune qui ferait partie des groupes qui érigent des barricades dans la commune de Ratouma. Le troisième groupe, au nombre de 5, ils sont également accusés d'avoir perturbé la circulation de cet après-midi. Le jeune qui est en possession de coupe de sable et lui, il a été interpellé pour érection de barrage au niveau de Ratouma. Mais compte tenu du fait qu'il a trouvé en sa possession une arme blanche qui prouve à suffisance qu'il avait des intentions de s'attaquer aux paisibles citoyens, il en est de même pour les 5 autres qui ont été interpellés au niveau de Hermakono aussi, dans la commune de Matam. Et ils se sont permis de s'attaquer aux paisibles citoyens, de procéder, de caillasser certains véhicules. Donc ils sont aussi arrêtés. Et ce sera un avertissement et nous demanderons les peines maximales pour tous ces troubleurs de l'ordre public. Et toutes les sanctions seront envisagées et on fera en sorte que l'ordre règne sur l'ensemble du territoire national. De toute façon, toutes nos félicitations aux forces de sécurité et de défense pour avoir fait de ce jour un jour de stabilité et de respect des consignes qui ont été données. Si ceux qui veulent essayer encore cette aventure le veulent, demain matin, ils n'ont qu'à se lever, ils trouveront les forces de l'ordre au carrefour et on les traitera avec la même détermination. Ça, c'est des consignes fermes qu'on appliquera vaille que vaille et coûte que coûte. Les services de sécurité se disent déterminés à préserver la sécurité des citoyens et de leurs biens. En attendant, ces présumés auteurs de troubles sont mis à la disposition de la justice.
Autre fait marquant, le projet d'interconnexion électrique est en marche dans la sous-région. Les pays donateurs de Transco CLSG sont en conclave à Conakry. Ils planchent sur la mise en œuvre de l'interconnexion électrique Côte d'Ivoire, Libéria, Sierra Leone, Guinée. Des précisions dans ce reportage de Nabi Kamara. C'est une rencontre de 3 jours au cours de laquelle Transco CLSG et la coordination de ses partenaires techniques et financiers vont plancher sur plusieurs questions relatives à la mise en œuvre du projet d'interconnexion. Il s'agit notamment de faire le point sur les progrès déjà accomplis et les propositions quant à la suite du projet. Aujourd'hui, tous les contrats ont été signés, le projet en phase d'exécution. Comme ça a été annoncé tout à l'heure, il y a un ensemble d'équipements qui sont déjà donc fabriqués et ça avance bien. Mais pour un projet de ce type, qui est majeur, plus de 1300 km de ligne, il est important de faire des réunions donc régulières pour voir comment le projet avance. Et voir s'il y a des problèmes, donc se concerter avec les bailleurs de fonds, comment les résoudre, prendre des mesures pour ne pas que le projet prenne du retard. Il est tout à fait important que ceux qui nous accompagnent pour le financement, la mise en œuvre de ce projet-là, qu'on puisse se concerter régulièrement de telle sorte que s'il y a des choses à régler, qu'on les fasse afin que le projet puisse se conclure à bonne date. Les partenaires de Transco CLSG se disent encouragés par les progrès déjà accomplis dans la mise en œuvre du projet. Ils estiment que cette détermination de la direction doit s'amplifier pour relever le défi de l'électricité dans la sous-région ouest-africaine. Nous avons encore du chemin à faire, mais avec le travail de Transco CLSG, qui est la société qui appartient aux 4 sociétés d'électricité et qui fait le projet, et l'appui des 4 pays, dont notamment la Guinée, Château de l'eau de l'Afrique de l'Ouest, nous sommes très confiants et très honorés d'accompagner les pays dans ce projet. Le système d'échange d'énergie entre les pays va très exactement commencer par ce projet et qui va ouvrir la voie à tous les autres pays pour échanger l'énergie, l'acheter quand c'est nécessaire, vendre aux autres États quand c'est nécessaire. Les 4 donateurs de Transco CLSG sont la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, la Banque européenne d'investissement et la Banque allemande de développement. Direction Indonésie, en marge des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale, la ministre du Plan et du Développement économique a animé un panel sur la productivité en Afrique subsaharienne, le rôle du capital humain. Face aux participants, Hadiakani Diallo a passé en revue les questions liées à la gestion et la place du capital humain dans le développement socio-économique des pays africains. Mamadi Gassama, Mohamed De Camara. Booster la productivité en Afrique subsaharienne, le rôle du capital humain, c'est le thème de ces panels. Au nombre des panélistes, la ministre du Plan et du Développement économique de la Guinée. Devant les délégués des différents pays, Hadiakani tente de développer les grands enjeux liés à la gestion et la place du potentiel humain dans le développement socio-économique des pays africains. L'un des défis qui ont été identifiés ici, c'est comment faire en sorte que ce capital humain joue un rôle important dans l'accroissement de la productivité. D'où la nécessité pour les pays d'investir sur le capital humain, non seulement en termes de nutrition, mais en termes de santé, en termes de formation de qualité et éducation de base y compris, pour pouvoir permettre au capital humain de jouer le rôle qui lui est dû dans le processus de développement économique et social. Pour la réussite de cette nouvelle approche, les pays africains doivent obéir à un certain nombre de principes. Il s'agit entre autres de la promotion de la bonne gouvernance en utilisant de façon rationnelle le potentiel humain. Il est aussi une occasion, une opportunité pour nous, en tout cas en tant que gouvernants, c'est de dire comment nous, les gouvernants, nous comptons faire en sorte pour que cet indice du capital humain soit l'élément central d'appréciation, non seulement de politique économique, mais aussi d'évaluation des résultats atteints.
En marge de cette conférence, la délégation guinéenne a eu un entretien avec le directeur général adjoint du FMI. Au menu de la rencontre, la gestion du relèvement du plafond d'endettement non concessionnel pour la Guinée. Ce fonds, une fois obtenu, permettra à la Guinée d'élargir l'assiette d'investissement dans le domaine des infrastructures. Et puis, comment faire de la convention collective une réalité pour les journalistes en Guinée? La question était au centre d'une audience accordée par le ministre de l'Information et de la Communication au syndicat de la presse privée. Compte rendu d'audience avec Bernard Tanguino. Le ministre de la Communication poursuit sa série de prises de contact avec les associations de presse. Ce lundi, Amara Somparé reçoit les membres du nouveau bureau syndicat de la presse privée. L'entretien a porté notamment sur l'idée de collaboration entre la presse publique et la presse privée. Une collaboration qui devrait passer par le renforcement des capacités des journalistes. On est venu, le bureau entrant du SPPG, pour présenter le bureau au ministre, et c'est ce qui a été fait. Et après, on lui a fait des propositions par rapport aux choses qui se passent sur le terrain. Autre sujet évoqué au cours de cette audience, le projet de convention collective des journalistes en Guinée. J'ai été informé de la finalisation en cours de la convention collective de la profession de journaliste. Ils m'ont promis de me faire parvenir une copie pour étude. Donc j'attends de voir cette copie pour pouvoir me prononcer sur le contenu du document. Mais je pense que c'est parfaitement normal, comme c'est le cas dans d'autres branches d'activité, que les journalistes puissent disposer d'une convention collective qui réglemente en fait l'activité de journalistes en Guinée. Espérons que le côté des patrons acceptera facilement le contenu de ce document et tout le monde jouera le jeu. Les échanges se poursuivront avec d'autres organisations de presse afin de parvenir à la mise sur pied d'un cadre de concertation permanent entre la presse publique et privée. Un projet qui tient à cœur le numéro 1 de la communication. Demain, 16 octobre, l'humanité célèbre la journée mondiale de l'alimentation. En Guinée, la valorisation des cultures d'exportation est au cœur de cette commémoration prévue à Colintin dans la préfecture de Kindia. Sous le signe, la fin zéro, c'est possible en 2030. La déclaration de la ministre de l'Agriculture est commentée par Fodé Camara. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le 16 octobre 1945, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a été créé. Cet acte fondateur, vieux de 73 ans, est célébré chaque année pour conscientiser l'opinion sur la nécessité de lutter contre la faim et la malnutrition dans le monde. Ce choix est une vision qui mérite d'être défendue, car après une période de régression, la faim chronique et la malnutrition sont à nouveau en hausse dans le monde et menacent de réduire à néant des décennies d'acquis. Selon un rapport de la FAO, en 2016, plus de 815 millions d'individus souffraient de sous-alimentation chronique, soit 38 millions de plus qu'en 2015. Ainsi, passer à l'action n'est pas un choix, c'est une obligation si nous voulons un avenir véritablement durable pour tous. Le thème retenu cette année est fin zéro, c'est possible en 2030. En Guinée, la journée mondiale de l'alimentation sera célébrée cette année à Kindia, dans la sous-préfecture de Colintin. La journée mondiale de l'alimentation m'offre l'occasion de rappeler les efforts en cours grâce aux initiatives présidentielles pour accroître la production agricole nationale afin de soutenir notre économie et chasser la faim, la malnutrition et la pauvreté en Guinée. Toutes les cultures, qu'elles soient pérennes, céréalières ou maraîchères, sont soutenues par la mise à disposition de 100 000 tonnes d'engrais et d'herbicides. Le programme d'insémination pour accroître la production de viande bovine et de lait a démarré. Le programme de pisciculture va être étendu à toute la Guinée.
et le programme de mécanisation progressive des opérations culturelles réduit la pénibilité et permet aux producteurs de mettre en valeur de plus grandes superficies. Pour terminer, nous adressons au nom du président de la République et de son gouvernement notre profonde gratitude aux partenaires bi- et multilatéraux qui ne cessent d'apporter leur appui technique et financier pour le développement socio-économique de notre pays. Le pari fin zéro sera relevé par l'instauration d'une agriculture intelligente face au climat qui change de jour en jour. Une invitation à l'action pour un monde rural respectueux de l'environnement et propice aux investissements privés. Développement communautaire à Farmoria dans la préfecture de Forcaria, les fils résidents et ressortissants ont répondu au rendez-vous de la 3e édition du Grand Fidao. Une rencontre autour d'un seul objectif commun, implorer la grâce divine pour insuffler une nouvelle dynamique de développement de Farmoria. Diamo Kaba, Fatima Diallo, reportage. À 122 km de Conakry, la sous-préfecture de Farmoria. Cette zone de production de bananes est sous-préfecture depuis le premier régime. Elle a été érigée en commune rurale de développement d'expérimentation en 1986. À l'époque, Aboubakar Birosouma était membre du bureau de cette nouvelle CRD. Aujourd'hui, instituteur à la retraite, Souma se souvient de cette page de l'histoire. Par rapport à la CRD de Farmoria, après le discours-programme du feu président Lansana Conté, alors il y a eu un document cadre de la Direction nationale de la décentralisation qui a été ventilé dans bon nombre de sous-préfectures de la Guinée. C'est ainsi que Farmoria a eu la chance en 1984. Malgré ce statut, Farmoria demeure encore dans l'antichambre du développement. Les populations se remémorent encore de l'une des pages sombres de leur localité. Une nouvelle attitude est adoptée pour promouvoir une dynamique de développement. Ce retour au bercail est annonciateur de belles initiatives. Les actions de développement d'intérêt social sont planifiées. Notre souhait est qu'il y ait des projets agro-piscicoles, comme on l'a dit au niveau de notre discours, et que ces projets voient le jour afin qu'on puisse occuper nos jeunes actuellement qui sont sans repère, qu'il faut aider. Et nous comptons sur l'apport de tous les ressortissants et en plus de notre gouvernement pour le lotissement, parce que la compréhension du village certainement ne fera pas défaut, mais le soutien du gouvernement et de la préfecture, comme M. le préfet vient de le dire, je crois ne fera pas défaut. Et le développement commence là. Nous avons déjà l'eau et l'électricité, comme on l'a dit, ça c'est déjà la base du développement. Aujourd'hui, Farmoria se distingue des autres sous-préfectures de Forcaria par la fourniture d'électricité et l'adduction d'eau potable. Dans une ambiance de convivialité, les populations croient en un réel changement. Cette initiative fédératrice offre un moment pendant lequel tous les fils et filles se retrouvent pour partager leur vision commune d'émergence de Farmoria. La rencontre se veut aussi un tremplin pour le développement des 17 districts de la sous-préfecture. Ce qui nous amène à jeter un regard sur le passé avec notre rubrique En 60. Ce soir, zoom sur le soutien de la jeune République de Guinée aux différents mouvements de libération de l'Afrique. À l'époque, la nation guinéenne a apporté un appui militaire et financier à certains mouvements dont le PAJC en Guinée-Bissau et l'ANC en Afrique du Sud. Younoussa Tawel Kamara revient sur ce parcours historique. Suivi. L'accession de la République de Guinée à la souveraineté nationale le 2 octobre 1958 a ouvert le chemin de l'indépendance à beaucoup de pays africains. Dans les années 60, plusieurs pays du continent se sont inspirés de l'exemple guinéen. Partout, le mouvement de libération du joug colonial est déclenché. Comme le mouvement national angolais MNC, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert PAIGC, l'ANC en Afrique du Sud, le MPLA en Angola, etc.
Un mouvement qui a été militairement, financièrement et humainement soutenu par la Guinée en vue de permettre à ses pays amis d'accéder eux aussi à l'indépendance nationale. Nous sommes les pionniers de l'indépendance de l'Afrique. Notre armoirie, l'oiseau qui porte l'épi à son bec, c'est 9 épis. Nous sommes le 9e État indépendant de l'Afrique. Mais la réalité de cette indépendance, c'est que nous avons dit que nous ne serons jamais indépendants tant qu'une parcelle de l'Afrique reste sous domination coloniale. On s'est mis au service de la libération de toute l'Afrique. Tous les mouvements de libération, de l'Afrique du Sud jusqu'en Guinée-Bissau, sont passés par cette Guinée, ont bénéficié de l'assistance de la Guinée, par l'octroi de passeports diplomatiques, à certains endroits même par envoi de militaires guinéens. Il y a l'Algérie qui était en guerre en 1958 et la Guinée va apporter l'aide à l'Algérie. La Guinée sera le premier État d'Afrique subsaharienne à reconnaître le gouvernement provisoire de la République algérienne, le GPRA. C'est sur demande de la Guinée que le drapeau du GPRA flottera au cours d'une conférence internationale à Monrovia dès 1959, dès janvier 1959. Et ensuite, le Front Sud, pour aider le FLN à travers le Sahara, partira de Conakry à travers le Mali. La création donc de ce Front Sud du FLN va intensifier la lutte du peuple algérien contre la guerre que la France menait en Algérie. Et la Guinée va apporter toute l'aide diplomatique dans les forums internationaux au gouvernement provisoire algérien. Et même c'était l'une des craintes de la France qui a voulu retarder l'admission de la Guinée aux Nations Unies parce qu'elle savait que la Guinée allait appuyer les revendications algériennes qui étaient en cours de discussion dans l'enceinte internationale. Si vous prenez maintenant les autres colonies belges, le Congo, la Guinée sera impliquée dans la crise congolaise. Des troupes guinéennes seront mises à la disposition de Lumumba pour résister à la recolonisation par la Belgique. Et la Guinée sera l'un des pays qui apporteront leur soutien aux successeurs politiques de Lumumba, Antoine Gizenga qui créera un gouvernement à Stanleyville et même un des complots. Le complot de 1965, une des causes de ce complot de 1965 sera en rapport direct avec ce gouvernement de Gizenga qui était en lutte avec celui de Kinshasa ou de Léopoldville, on disait à l'époque, qui était dirigé par Moïse Tchambé. Et si vous prenez maintenant les colonies portugaises, ça va être la même chose. La Guinée, si la Guinée-Bissau figurera parmi les premiers pays où au niveau de la colonisation portugaise à accentuer sa lutte, à réussir sa lutte, c'est parce qu'elle était adossée à la Guinée, à la République de Guinée, et cette République de Guinée lui apportait et l'aide politique et l'aide militaire. Et ensuite, nous allons soutenir le combat des mouvements de libération du Mozambique, de l'Angola, d'Afrique du Sud, de Namibie, qui étaient en lutte et contre le colonialisme portugais et contre le racisme, l'apartheid en Afrique du Sud, qui était appuyé par les puissances de l'OTAN. Et en plus de cet apport, nous avons accepté de partager le peu que nous avions. On dit qu'on était pauvres, mais malgré cette pauvreté, nous avons partagé. La Mauritanie, le premier pays, les sages-femmes en Mauritanie, les premières sages-femmes en Mauritanie étaient guinéennes. Le premier entraîneur de l'équipe de football de Mauritanie était guinéen. Vous allez à Mozambique, les enseignants qui sont venus à l'aide au Mozambique après son indépendance, c'était des Guinéens. Allez aux Seychelles, la même chose. Même le Gabon a reçu des enseignants et des médecins guinéens. Dans ce vaste mouvement de libération de l'Afrique, les femmes ont joué leur partition.
Cette ancienne combattante du PAIGC de la Guinée-Bissau, par exemple, se souvient encore de cet endroit historique ici à Katogouma, dans la préfecture de Boké. Le combattant qui était vers le sud, il y avait Zeprera, il y avait Oumar Diallo, il y avait Arafa Mané, il y avait Malam Bakay. Malam Bakay était notre plus jeune. Et il y avait tant d'autres qui étaient au front sud, qui sont passés par ici. Ça, j'aimerais, grâce au Dieu, de pouvoir revenir ici, à mon âge déjà, et à l'âge de cet arbre, et après des années. Bon Dieu, c'est la grâce de Dieu. L'endroit où on a travaillé Nino, on a confié Nino, que rien ne le touchera pendant la lutte de libération. Heureusement, ça s'est passé comme ça. Je n'étais même pas trop fermé. J'ai vu encore le signal d'où on a mis les choses pour protéger Nino. Tout montre que la République de Guinée a été la pionnière pour la libération du continent africain. Voilà, mesdames et messieurs, le passé revisité. C'est la fin de ce journal. Un grand merci à vous pour votre obligeante attention. Demain, Guinée Info revient avec Hassan Hilal Silla à 13h, 17h et 19h. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à 20h30. Passez une bonne soirée. À demain.